Vous l'avez reconnu aussi également face à Walid aujourd'hui, l'homme qui manie l'art de la rhétorique et vous un culte pour la culture foot. Monsieur Tidiane Mbo est avec nous. Salut Tid. Salut à tous, salut Manu, salut Walid. Content de vous retrouver après cette petite nuit. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire du WFC, qu'on a inventé le décrassage pour Tidiane Mbo. J'étais pas au courant ça. Non, mais pour les vrais puristes, en fait, avant, on faisait les émissions, etc. Et souvent, Tid, j'aimerais parler un truc. Des éditos, etc., comme ça, hors émission. Et souvent, on lui laissait une place de 5 minutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la Super League, voilà, au tout départ, etc. Et c'est comme ça que le décrassage est arrivé. Et je me rappelle qu'il avait été finalement installé de façon plus fréquente sur l'Euro 2021. Notamment après Eriksen. Non, quand on avait fait les studios là-haut, quand on avait les studios là-haut, et sur l'émission de 13h où on faisait un petit décrassage. Ouais. Avancer avec la deuxième déclaration parce qu'elle est un peu liée. Si Zidane a tenté de me joindre, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Est-ce que c'est la sortie de trop, les amis, Le Gret face à Zidane? Est-ce que c'est la sortie de trop? Vous mettez oui, vous mettez non. Allez, je vais lancer... Allez, Rof, regretter. Non, mais ça, en plus, c'est... Je suis né poussière et je repartirai poussière. Ouais. Vas-y, c'est parti. Non, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je peux même pas dire étonné, je peux même pas dire déçu, parce que Noël Le Gret n'en est pas à son coup d'essai. Son comportement graveleux, la façon dont il a nié l'existence du racisme dans le foot, la façon dont il a minimisé la question des droits de l'homme au Qatar, l'indécence dont il fait preuve à chaque fois que lui sont posées des questions pourtant élémentaires relatives à sa fonction. Le fonctionnement autocratique qu'on a dénoncé la semaine dernière et qu'il a imposé au sein de sa fédération. Il y a aujourd'hui et depuis longtemps un casier suffisamment rempli chez Noël Le Gret, non plus pour qu'on s'insurge, mais pour qu'on milite pour que ce personnage quitte le plus rapidement possible ses fonctions. Et qu'il faille que Noël Le Gret s'attaque publiquement à l'icône Zidane dans ce qui peut s'apparenter à une forme de blasphème, pour que l'opinion et que le corps politique soient à ce point vent debout contre lui, pour que cela suscite ce degré d'indignation presque unanime, je trouve ça à la fois rassurant et consternant quand on voit la liste des faits qui lui étaient déjà reprochés avant hier. Si Noël Le Gret, à 81 ans, peut dire ce qu'il dit et peut faire ce qu'il fait, c'est parce qu'un comité exécutif l'a élu, c'est parce que des journalistes complaisants l'ont protégé, et la façon dont chacun de ces corps de métier, sans compter l'appareil politique bien évidemment, vient contribuer depuis hier à ce concert d'indignation, cela traduit, à mon sens, une forme d'opportunisme, d'hypocrisie et de cynisme qui me semble presque tout aussi alarmant quand on pense à ceux qui, depuis des années, subissent et dénoncent le comportement de cet homme. Donc, moi, pour te dire le fond de ma pensée, Sofiane, évidemment que ce que dit et fait Le Gret depuis des années, pour moi, c'est trop. Mais qu'il faille attendre qu'il s'en prenne à Zidane pour que tout le monde lui tombe dessus de cette façon-là, oui, mieux vaut tard que jamais, mais je pense qu'il aurait fallu mettre le réveil bien avant. Sur chacune de ces sorties médiatiques, il prouve encore une fois que lui, en quelque sorte, c'est le tout-puissant, et ça me gêne terriblement. Oui, mais tu vois, et ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Najim, mais en fait, avec l'affaire Le Gret, on soulève quelque chose de à la fois paradoxal et très représentatif. Parce que Noël Le Gret, Najim l'a très bien dit, c'est hiérarchiquement l'homme le plus haut placé du football français. Donc il a un devoir d'exemplarité supérieure. Il est une des incarnations, il est l'une des forces vives du football français. Et alors qu'il devrait être donc un représentant irréprochable, il contribue à détériorer l'image de ce sport. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez représentatif parce que moi, ça me ramène à quelque chose qui dépasse le cadre du foot, qui est que la fonction, avec un grand F, la fonction, le poste, ce qu'on veut, le titre,
peut te permettre, dans des situations, de jouir d'une impunité que je trouve assez symbolique de ce que notre société, de manière générale, permet dès qu'on a ce fameux titre, cette fameuse fonction, ce fameux rôle. En fait, il y a une indignation qui va être à géométrie variable. Il va y avoir une marge de manœuvre à géométrie variable. Il va y avoir une exemplarité à géométrie variable. Et en fait, moi, ce qui me fait chier, je te le dis très clairement, c'est que là, encore une fois, c'est le foot qui va servir d'exemple pour un procès moral qu'on pourrait faire à plein de trucs. Parce que des Noël Le Graët, je pense que dans des entreprises françaises ou dans des administrations françaises, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup des supérieurs qui sont graveleux dans leur attitude, qui sont dans l'abus de pouvoir, qui se sentent intouchables, qui sont indécents, qui agissent en toute impunité. Il y en a beaucoup. Mais encore une fois, et c'est peut-être un petit peu hors de propos de le dire, mais je le dis quand même parce que ça fait partie de la réflexion, c'est sur le dos du foot qu'on va venir casser du sucre, qu'aujourd'hui ça fait l'ouverture des JT, qu'aujourd'hui des émissions mainstream qui font 5 sujets de foot dans l'année vont parler de foot, parce que Noël Le Graët, qui est censé être l'incarnation de tout ce que le football français doit être de beau et de positif, une fois de plus, il s'est perdu et il s'est égaré dans une publicité nauséabonde, dans une publicité qui est contre-productive pour son domaine, qui est le football. Mais il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, tout le monde fait le procès de Le Graët dans les médias, à la machine à café, dans des gens qui sont de l'opinion publique, tu sais, ces fameux 10 millions qui regardent les compétitions de l'équipe de France, mais qui le reste du temps ne s'intéressent pas au foot. Et ben aujourd'hui, ces gens-là, ils vont parler de Noël Le Graët. Ils ont un avis sur Noël Le Graët. Mais moi, ce que je trouve terrible, c'est que des Noël Le Graët, je pense qu'il y en a effectivement beaucoup partout ailleurs, mais aujourd'hui, il faut que ce soit le foot qui amène ce projecteur-là sur la façon de faire, sur cette espèce de patriarcat archaïque et nauséabond qu'incarne Noël Le Graët. D'ailleurs, une petite séquence d'écrassage qu'on met parfois en début d'émission, si on veut revenir sur un sujet de la veille. Et Tidiane, avec ton verbe exceptionnel, tu vas t'en charger. Tu voulais parler de l'Angleterre et des lendemains difficiles de l'Angleterre. Vas-y, tu as quelques minutes. Oui, parce qu'après un mois à rêver, ponctué d'un dénouement que Shakespeare n'aurait pas renié, force est de constater que l'Angleterre s'est réveillée avec une sévère gueule de bois et que cette gueule de bois est encore présente et risque de s'étirer sur encore quelques temps. La façon dont elle va se rétablir, cette Angleterre, je pense qu'elle nous dira beaucoup sur la voie qu'elle s'apprête à emprunter en tant qu'équipe, bien sûr, mais plus encore en tant que nation. Et c'est là où je veux en venir, parce que dimanche, pour moi, ce sont 2 Angleterres qui se sont télescopées à la face du monde. Il y en avait une qui était sur le terrain, et l'autre, ou du moins une partie de l'autre, qui a pris d'assaut Wembley, donnant lieu à des images que nous pensions abolies par le temps. On parle de raquettes, de ratonnades, de forçage des accès, de mouvements de foule, dans un pays marqué au fer rouge par le Hazel, par Hillsborough. Ces scènes témoignent d'une forme de régression aussi inquiétante qu'elle me semble symptomatique. Elles témoignent aussi qu'inlassablement, l'Angleterre elle se débat avec ses paradoxes, à l'image de cette sélection anglaise durant l'Euro. Elle est moderne et scientifique dans son approche, mais rétrograde dans sa proposition. Elle est tiraillée entre sa volonté d'ouverture d'un côté et son conservatisme de l'autre. Que la sélection constitue cette espèce d'allégorie ultime des clivages sociétaux de la nation, ça ne doit pas faire oublier qu'il y a des responsabilités que le sport ne pourra pas assumer seul. Le poids supporté par Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka depuis dimanche, ça révèle la nature d'une société qui laisse ses enfants assumer les responsabilités que d'autres refusent de prendre. D'une société où il est confortable de faire endosser à sa jeunesse le poids d'un échec qui est collectif. D'une société où ce sont, un petit peu trop souvent, les mêmes qui sont en charge des tâches les plus ingrates. La déception, elle expose aux yeux de tous ce que le bonheur excelle souvent à dissimuler. Ce sentiment, il ne nous est pas inconnu à nous Français. On a eu la promotion post-98 du Black Blamber qui n'aura suscité au sein de notre société qu'un frémissement des consciences. L'Angleterre peut aujourd'hui donner un sens concret à ce 11 juillet 2021, avec d'un côté la route tracée par le Brexit et incarnée par son Premier ministre Boris Johnson, celle du repli, celle du chacun pour soi, celle de l'obscénité, et de l'autre, la voie d'une société multiculturelle qui cohabite avec ses différences, ses couleurs,
ses aspirations diverses, mais aussi ses failles. Une vision incarnée par cette équipe d'Angleterre, imparfaite, mais courageuse. Très bien, Tid, c'est bien. Tu as fait le bilan, tu as fait la synthèse avec son verbe incroyable quand Je suis même. un peu gêné, moi. Ouais, je suis un peu gêné aussi. Ouais. Vous savez quoi, on va arrêter de parler. Ouais. Et on va lancer tranquillement Ouais. la causerie. Nice-Cologne, on reviendra. Tidiane, alors Tidiane, il est arrivé après la mi-temps. Il m'a envoyé un message. J'ai mis un peu de temps pour écrire mon édito. Alors je peux vous. Alors là, ouais, là c'est brancher les. Quand il sort sa petite plume Ouais, là c'est. et son encre. Ah ouais, là c'est Kerry James qui Ah est là de retour. c'est. Je sais pas, bah, on verra, on va voir. En tout cas, il y a, comme je vous ai dit, il y a quelque chose à dire. Sur Grand Embo malade là, ça va être. Grand Ismé en forme. Tu voulais commencer par Nice. Voilà, t'étais chafouin. Oui, et malheureusement, la journée ne va pas se limiter à la séquence de Nice, parce que je dois être tout à fait honnête avec vous, les amis, Thomas, Walid, vous qui nous écoutez. Allez, c'est parti. Ça fait un bon petit moment que je ne suis pas venu bosser avec ce sentiment. Tu sais, ce sentiment un petit peu de dépit par rapport à ce sport que j'aime, le foot, on l'aime tous. Pourquoi ? Parce que cette journée, elle a quand même véhiculé un tel flot d'événements négatifs autour du foot qui me semblait impensable que tout ça nous laisse indifférents. Alors ça a commencé avec cette condamnation pour l'auteur des propos racistes en ligne contre Mbappé après France-Suisse, un homme de 19 ans qui avait posté, je cite, « Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye. 1 euro symbolique en dommages et intérêts, 1 000 euros en frais de justice à verser à 3 associations antiracistes qui s'étaient constituées partie civile. Permettez-moi de penser que cette sanction n'a pas grand-chose ni d'exemplaire ni de dissuasif contre des fléaux aussi importants que sont le racisme et le cyberharcèlement. Et puis ça a continué après. On a eu la révélation, l'enquête de SoFoot au sujet de ces graves dérapages au sein de la Fédération française de football entre harcèlement sexuel, problèmes d'alcoolisme, SMS graveleux, enfin des éléments qu'on ne découvre pas, mais qui dans un monde normal auraient dû déboucher sur la démission du président, peut-être sur l'intervention d'un ministère des Sports, mais peut-être que ce dernier est plus prompt, plus occupé à commenter les mauvaises blagues de Christophe Galtier qu'à se saisir de ce type de problème. Et puis cette journée noire, elle s'est donc poursuivie et terminée, on l'espère, par ces scènes de chaos à Nice, ces scènes d'une rare violence. Alors imaginez que dans un lieu censé être hautement sécurisé, un stade de football, un supporter a pu faire une chute de 5 mètres et un autre a pu recevoir des coups de couteau. Tout ça n'a pas empêché l'instance organisatrice, l'UEFA, de maintenir la rencontre, malgré un défaut manifeste dans la sécurité et l'organisation du match. Donc je sais qu'on vit à une époque où on banalise la violence, que cette violence elle est devenue quotidienne, que ce soit en ligne, au stade, en entreprise, à l'image de ces 3 exemples d'aujourd'hui. Mais je pense que notre responsabilité à notre petit niveau, nous qui avons la chance d'avoir une tribune, pour ma part j'ai la chance d'avoir une tribune depuis 10 ans, on a cette chance-là, je pense que le minimum c'est de ne pas fermer les yeux sur cette violence, c'est de ne pas l'ignorer et surtout c'est de ne pas la normaliser en faisant comme si on devait juste la prendre, la mettre sous le tapis comme la poussière et l'oublier en attendant le lendemain. Voilà, donc Tocqueville a dit un jour, l'homme qui obéit à la violence se plie et s'abaisse. Il est malheureusement probable que ce jeudi nous ait rappelé une fois de plus, une fois de trop, combien le foot pouvait rendre l'être humain très très petit. Merci beaucoup. Merci, Tidiane. On aime beaucoup ces prises de parole de Tidiane. Attendez, voilà, Tidiane. T'as vu comme je suis ouvert ? Ouais, t'es ouvert d'esprit. Alors, match en C'est un vrai qu'il mot. faut qu'on l'évacue, cette Voilà. merde. Ouais. Moi, j'ai mis honte parce que je sais qu'on va parler beaucoup du jeu, mais pour moi, il était nécessaire de faire la mention de ce qui s'est passé ce soir du côté de Prague parce que ne pas en parler, c'est quelque part contribuer à la banalisation de ces tristes comportements. On se réjouissait du retour du public dans les stades ces dernières semaines, mais malheureusement, une soirée comme ce soir nous rappelle qu'en 2021, au cas où on l'aurait oublié, il y a des pays où les Noirs ne peuvent pas jouer dans des conditions normales. Alors, face à cela, l'UEFA continue d'avoir une posture que je qualifierais de déni, voire de déni absolu, s'en tenant à faire appliquer une procédure qui est vieille de 2013 quand même. Donc je pense que si elle avait porté ses fruits, tu sais, le fameux, d'abord on fait un rappel au speaker, ensuite deuxième avertissement, sinon on arrête le match, et puis éventuellement des points de pénalité, etc. Mine de rien, ça fait 8 ans que ce règlement existe et ces comportements existent toujours. Alors je sais que certains vont me sortir le classique argument
c'est un problème de société, c'est pas à l'UEFA de le résoudre. Mais moi, je pense que rien n'empêche au football de prendre sa part. Quand vous faites partie d'une association, et l'UEFA est une association, vous devez adhérer et vous confronter à ce qu'on appelle un socle de valeurs. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit des valeurs européennes. Quand je vois ce qui se passe dans certains stades en Russie, dernièrement en Hongrie, on l'a vu pendant l'Euro et aujourd'hui encore en République tchèque, je pense qu'il serait temps que l'UEFA prenne enfin ses responsabilités et arrête de se moquer du monde. Merci, tu fais bien de le préciser. Bien sûr, il a raison. Chaque fois, c'est le cas, bien évidemment. On rappelle les faits. Il faudrait bien surtout dit. pas. Mais but de Tchouaméni, et il y a eu des cris de singe. En tout cas, c'était précisé par les joueurs. On a vu Aguilar, on a vu Badiachil, pardon, et Tchouaméni. Et il a raison d'insister là-dessus. C'est pas parce que l'UEFA ne fait rien ou que la situation n'évolue pas que nous, on doit être lassés. On peut se dire, de toute façon, ils font rien, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre encore une pièce dans la machine. Tidjani a bien raison d'insister là-dessus et j'espère que les joueurs vont encore le mentionner, que ce soit en après-match, parce que... mais que ça vienne comme ça, de plus en plus systématiquement des joueurs. Je veux dire, les joueurs, normalement, ils devraient se concentrer sur une chose, c'est pouvoir faire leur métier, et ce qui est à la base qu'un jeu, rappelons-le, il faut rappeler que le Sparta, dans de bonnes conditions. Sparta, ils avaient déjà eu des problèmes. Notamment ce stade-là a déjà été sanctionné par l'UEFA auparavant. Et il y a eu des problèmes au tour précédent avec le Rapide de Vienne qu'ils ont affronté. Il y a un Français qui joue au Sigma Olomouc, qui est d'origine martiniquaise, qui a joué contre eux il y a 10 jours, qui a été victime de cris racistes dans ce même stade. Et Rio Mavuba, qui a eu une courte expérience après sa carrière lilloise dans ce club du Sparta Prague, il en est parti, entre autres, parce qu'il y avait des problèmes de racisme, alors qu'il jouait pour ce club. Il faut quand même voir à quel niveau on est. Donc voilà, moi... Ça me chagrine de devoir en reparler à chaque fois, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a une partie des gens qui semblent s'y habituer, à voir ça comme une fatalité. Non, c'est un combat de chaque instant et ce ne sera jamais de trop de devoir le mentionner et le rappeler. Le racisme n'a pas sa place dans les stades et aucun racisme n'a sa place dans les stades. On suivra les injures racistes qu'on entend dans les stades, Tidjani, envers lui, parce que là c'est le sujet. Oui, envers lui aujourd'hui, mais envers Samuel Eto'o en 2006. Mouktar Diakabi a aussi été insulté. Bon, c'était par un autre joueur plus récemment. Donc on le sait, il y a un problème, mais ce n'est pas qu'en Espagne. Il y a un problème en Europe par rapport à la gestion des tribunes, de certaines franges de supporters et de certains clubs qui sont dans la complaisance. Et quand tu regardes ce qu'ont été les différents épisodes avec l'Atlético de Madrid sur des matchs à forte médiatisation cette année et la façon dont on a laissé s'installer ce climat nauséabond à coups de déclarations, à coups de chants et à coups, je le disais, de complaisance, finalement, ce n'est pas si surprenant de voir ce racisme décomplexé, même si certains vont dire « oui, mais c'est qu'une petite partie, oui, mais ce n'est pas au football de résoudre des problèmes de société ». Mais on peut toujours continuer à empiler les excuses et à se contenter d'être dans des postures d'indignation. Mais à un moment donné, il y a des décideurs qui sont des décideurs sportifs, qui sont des décideurs politiques, et eux, ils doivent avoir beaucoup plus d'impact sur ce qui se passe. Il y a eu lors du premier match contre l'Atlético de Madrid, il y a eu des chants ouvertement racistes à l'encontre de Vinicius qui ont quand même débouché sur des prises de parole au niveau politique, que ce soit du ministère des Sports ou même du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui est un supporter de l'Atlético de Madrid et qui s'est indigné que le football espagnol ne fasse pas plus. Et c'est pour ça que là, on en revient à ce sempiternel problème de qui doit faire quoi, qui doit prendre ses responsabilités. D'un côté, le football et les clubs estiment qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème de société du racisme. Et moi, à la limite, ça, je peux l'entendre, même si, à mon avis, chacun peut prendre sa part. Mais d'un autre côté, le pouvoir politique qui vient et qui dit c'est à la fédération, c'est à la ligue de faire le ménage dans son secteur. Elle ne peut pas le faire toute seule. Donc c'est pour ça, moi, j'attends qu'il y ait à un moment des mesures qui soient concrètes. Je vais vous donner un exemple qui date un petit peu, mais à l'époque des insultes contre Samuel Eto'o à Saragosse. Vous savez, ça avait été quoi la punition pour Saragosse ? 9 000 € d'amende. Donc, si en 16 ans, on se rend compte que l'évolution autour des terrains, sur tout ce qui est périphérique,
elle n'est pas concrète, ça veut bien dire que les sanctions ne sont pas assez fortes. Donc, il doit y avoir un arsenal de sanctions, ça c'est clair et net, qui doit être accentué. Et encore une fois, moi j'insiste sur la responsabilité des clubs. Et je terminerai là-dessus un exemple très concret. Moi, je fais une fête chez moi, j'invite 100 personnes. Si sur ces 100 personnes-là, il y a 5 mecs chez moi, dans mon domicile, dans mon appartement, qui se comportent mal, racistes, antisémites, tout ce qu'on veut, mais c'est de ma responsabilité à moi de prendre ces 5 personnes qui sont susceptibles de gâcher la fête et de les sortir et de leur dire vous ne reviendrez plus jamais à la maison. Donc pourquoi ce qui est élémentaire à ce niveau-là et dans des stades qui aujourd'hui sont équipés au niveau technologique, où tu as un arsenal juridique qui quand même si c'est pénible, évolue lentement vers des sanctions. Appliquons-les, mettons en œuvre les moyens juridiques et techniques qu'on a pour éradiquer ça. Parce que à l'arrivée, moi je pense que la Liga, il perdra, parce que de la même façon qu'à une époque, la Serie A a pu générer quelque chose de réfractaire pour certains joueurs noirs ou quoi que ce soit, et ben il va y avoir des idées reçues sur la Liga aussi. Ce qui est toujours très délicat dans ce genre de situation, c'est d'éviter de généraliser sans pour autant banaliser. Et c'est souvent autour de ces principes-là que tournent les débats autour du racisme, c'est-à-dire qu'on a tendance à se dire qu'il ne faut pas normaliser tous ces comportements-là, et c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas non plus stigmatiser, parce qu'après, chacun se retrouve dans des postures, tel club va dire non, mais nous, c'est pas de notre faute, c'est une petite frange, et puis, en fait, il y a toujours des excuses, parce que souvent, c'est vrai que ce sont des actes isolés, mais encore que pas tant que ça, je le répète, parce que quand vous avez des successions d'agissements, tu as parlé de l'atmosphère médiatique tout à l'heure, et de ce fameux premier derby du mois de septembre, je crois. Tu as quand même le président des agents qui, à l'époque, était venu au Chiringuito pour dire que Vinicius, en gros, ce qui lui arrivait, il le méritait parce qu'il fallait qu'il aille dans un sambadrome plutôt qu'un terrain de foot et parce qu'il fallait qu'il arrête de faire le macaque. Et là, on est dans une émission de grande écoute en Espagne. C'est ouf, quand même. C'est pour ça que moi, je parle vraiment d'atmosphère globale et que, à la limite, là, beaucoup de choses se sont articulées autour de l'Atlético parce que c'est eux qui ont été les plus virulents, y compris là, le match de coupe dernièrement, les poupées pendues à des ponts, des banderoles. Il leur a bien rendu sur le terrain, quand même. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une atmosphère globale. C'est aussi une histoire de mentalité à faire évoluer. Et ça, c'est vrai que le foot a une portée limitée là-dedans, mais de dire qu'il ne peut pas prendre sa part, je suis désolé. Le sport, c'est une composante de la société civile, de ce qu'est la culture d'un pays, surtout en Espagne où le foot est partout culturellement parlant. Si on dédouane le sport de toute responsabilité et de toute part de responsabilité qu'on pourrait avoir pour essayer de faire changer les choses, c'est un petit peu se défausser aussi. Un match en un mot. Bah écoute, pour moi, ce sera honte. Ce sera honte parce qu'on a un peu l'impression que ce soir, le match ne s'est jamais lancé, que ça a manqué un petit peu d'éclat et on est obligé de penser que ce qui s'est passé un petit peu en prologue de cette soirée a un rôle à jouer. Alors pourquoi honte ? Parce qu'aujourd'hui, ça devait être une soirée de fête, une soirée valorisante pour l'hospitalité française, pour son rayonnement à l'international et puis finalement, ce que le monde a vu, c'est ni plus ni moins que la faillite des autorités françaises à gérer la tenue d'un événement de dimension mondiale. Toujours est-il que ça fait un couac qui est venu s'additionner à un certain nombre d'autres couacs, parmi lesquels une pelouse pas au niveau, des difficultés d'accès avec des routes complètement engorgées, une gestion des flux qui a été calamiteuse, une sécurité aussi qui a laissé à désirer, puis je parle même pas des supporters laissés hors du stade malgré un billet en poche, payé je pense assez cher, et 3 heures de queue, parmi lesquels, bien sûr, des femmes, parfois enceintes, des enfants, et à qui on a répondu en deuxième partie de soirée par des coups de gazeuse et des coups de matraque. Il faut quand même le savoir. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots, parce qu'on est français, on peut être fier d'être français sur plein d'aspects, mais moi, ce soir, franchement, les amis, moi, j'ai honte. C'est un fiasco absolu, et ce n'est pas seulement un sentiment personnel, c'est une tendance lourde qui est relayée par l'ensemble de la presse internationale qui est absolument stupéfaite devant ce qui s'est passé au Stade de France et dans la gestion des supporters. On avait eu 2016, Thomas, tu t'en rappelles sûrement, la ville de Marseille saccagée avant Angleterre-Russie. Et aujourd'hui, juin 2022, on est 6 ans plus tard.
on a persisté dans cette politique assez improductive. Et aujourd'hui, c'est tout simplement un retour de flamme terrible. Alors j'espère juste une chose, Thomas, c'est que cette soirée nous permettra d'abord d'être un petit peu plus humble à l'avenir, parce qu'on a souvent tendance à avoir des jugements sur d'autres pays et sur d'autres continents en matière d'organisation. Ce soir, je pense qu'on prend une bonne claque d'humilité, et j'espère aussi que ça débouchera vers de véritables remises en question, parce qu'on a une Coupe du Monde de rugby dans 1 an, des JO dans 2 ans, et on va devoir accueillir non pas un stade de 80 000 personnes, mais des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes venues du monde entier. Donc j'espère qu'il y aura une vraie remise en question, parce que ce soir, c'est plus qu'un signal d'alarme. Je suis d'accord avec toi, maintenant, il y a 2 points qui sont quand même très importants. Le premier, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a découvert hier quand on a vu débarquer 80 000 Anglais, c'est-à-dire que on le sait que les Anglais, quand ils se déplacent, ils viennent en nombre, parfois sans billets, et que donc il faut gérer. C'est du savoir-faire, c'est de la compétence, gérer des foules, gérer des flux. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour taper sur le CRS ou qui doit gérer une horde d'excités. Mais au-dessus, on a quand même des personnes qui sont censées mettre en place des dispositifs efficaces pour gérer justement ces flux de personnes et la nature de ces flux de personnes. Et encore une fois, si on veut même aller encore plus loin, si on n'est pas capable de le faire, on ne la prend pas la finale, tout simplement. Parce que la finale, on l'a pris pourquoi ? On l'a pris un petit peu pour se redorer la cerise, il ne faut pas se le cacher. Le timing, c'était un timing qui était aussi politique. Voilà, on a voulu se faire, entre guillemets, la finale de Ligue des Champions en se disant que ça allait nous valoriser, nous, notre savoir-faire, le fait que ce soit la France. Il y avait un aspect très symbolique par rapport au contexte géopolitique. Aujourd'hui, ça te revient dans les dents comme un boomerang, et je pense que les réactions qu'il y aura tout du long, notamment à l'international, j'espère que ça fera réagir, parce que oui, il y a des Anglais qui ont un mauvais comportement, il faut le souligner, mais à un moment donné, si tu sais pas gérer ça, tu te mets pas dedans. Bref, et après j'ai regardé Angleterre-Argentine. Ouais. Alors, sur l'équipe, on me pose la question, je dis vous attendez quoi de cette Coupe du Monde ? Qu'on montre qu'on sache organiser des grands événements internationaux. Je peux prendre la parole ? Premier jour, Stade de France, nul. Deuxième jour, Bordeaux, nul. Marseille, nul. On est nul. Sur les accueils. Regarde, imagine, je me mets à la place des Anglais. Ça va faire flipper. Qui ont vu, il y a 1 an, le fiasco du Stade de France, qui ont vu des gens, parce que là-bas, ça a été super mal vécu. Donc les mecs se sont dit, pour certains, je n'irai plus jamais voir une compétition sportive en France. Là, il y en a quand même qui y vont et qui se disent, allez, c'est pas Saint-Denis, c'est Marseille. Là, ils auront quand même compris la leçon, etc. Et on accueille les gens de cette façon-là, et on n'est même pas capable de les faire tous rentrer dans le stade à l'heure. On passe pour des pitres. Alors qu'on se met tout en haut à se dire qu'on est les meilleurs, qu'on a les... Non, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles le sont. 2016, il y avait déjà eu des problèmes. On est nuls. Depuis 2016, on est censé quand même avoir avancé, ça fait 7 ans. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas progressé, et pire même, on a peut-être même régressé. Coup de gueule de titre, c'est évidemment, on en a beaucoup parlé dans ce championnat de France et tout ce qui s'est passé dans les stades, dans les rues, dans les tribunes. Il y a eu pas mal d'incidents violents dans notre championnat, titre. Ouais, on n'a pas forcément toujours pris le temps de développer. Je ne vais pas forcément le faire aujourd'hui, mais je voulais quand même le mentionner, parce que pour moi, c'est problématique à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai parlé de droit télé juste avant. Évidemment que ces violences font une mauvaise pub à la Ligue 1, et que donc, fatalement, pour les diffuseurs, en termes de rayonnement, etc., c'est pas bon. Mais même au-delà d'avoir une approche purement mercantile, ce qui n'est pas mon approche, une approche culturelle. Je veux dire, aujourd'hui, je ne peux pas me dire que quand tu regardes ce qui s'est passé avec Grosso à Marseille, quand tu regardes ce qui s'est passé à Montpellier plusieurs fois, le pétard pour Moridio, mais ils ont eu encore des problèmes. Il y a quand même un mec qui est mort à côté du stade de la Beaujoire. Donc moi, je suis désolé, je ne peux pas banaliser ça, alors que on parle de football, on parle de loisirs, on est censé avoir des discussions positives dans une époque où on a déjà suffisamment de merde à gérer. Et là, on se retrouve à devoir composer avec la bêtise certes d'une minorité, mais encore une fois, une minorité qui est beaucoup trop bruyante et qui a beaucoup trop d'impact sur nos vies au quotidien dans les stades et aux approches du stade. Donc moi, je suis désolé. Aujourd'hui, pour moi, l'avenir de la Ligue 1, à terme, est menacé si on continue d'aller dans cette dérive-là. Et encore une fois, je pense que même culturellement parlant, je me mets à la place des parents qui aujourd'hui veulent amener leur fils de 7, 8, 10, 12 ans au stade et qui vont peut-être reculer parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une échauffourée ou prendre des cailloux sur la tête. Donc je suis désolé, aujourd'hui,
je veux bien qu'on continue à minimiser et à passer ce type d'information un peu sous silence en disant, allez, c'est pas grave, une information en chasse une autre. Pour moi, c'est un vrai problème de fond. Et la tendance, et je termine là-dessus pour pas faire trop long non plus, ça va être qu'on va sucrer les libertés individuelles des supporters. Donc, encore une fois, cette dérive n'amènera rien de bon. Il faut l'endiguer. Je sais qu'il n'y a pas de remède miracle, mais à minima dénoncer ces problèmes, moi, c'est le petit rôle que je peux avoir à mon niveau. Donc, moi, je suis désolé, mon coup de gueule sur ce premier semestre, c'est toutes ces violences, beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop excessives autour de notre football. On va pas faire de débrief de Fiorentina West Ham. Dommage. Juste un mot. Maintenant, on peut reprendre des matchs avec des joueurs en sang parce qu'ils prennent des projectiles des tribunes. Ouais. Absolument C'est dingue. avec ce qui s'est passé en Ligue 2 à l'inverse il y a 2 semaines. Continuons de normaliser. Voilà, moi, je suis bien content que dans notre championnat, quand Payet il prend une bouteille, au moins là, rideau, on arrête le match. C'est dissuasif. Si même l'UEFA n'est pas capable de donner exemple là-dessus, moi, je trouve ça lamentable. Parce que Biraghi, on rappelle que Biraghi s'est fait lancer des projectiles, des verres. Il a pris un gobelet en plastique et il a été en sang. On lui a mis un bandage. Sauf que là, c'est une finale européenne, tu peux pas reporter, c'est show must go on. Symboliquement, je suis désolé. C'est show must go on. Si tu fais quelque chose, je suis d'accord. C'est à ce moment-là, et tu as d'autant plus la possibilité de le faire que là, tu n'as plus le calendrier. C'est-à-dire que derrière, tu n'as plus de match. Donc à la limite, ok, vous voulez la jouer comme ça, ok, la finale, on va l'arrêter. Vous allez tous rentrer chez vous et on va la jouer sur un terrain neutre, sans supporters de West Ham. Et là, il y a vraie atteinte à la santé du joueur. C'est pas comme Rodez où tu dis il y a une petite poussette. Là, le mec saignait. Et accessoirement, sans faire de lien direct de cause à effet, c'est lui qui est sur l'action du penalty de Benrahma. C'est plus tard dans le match, mais voilà. Après, si on rentre sur toutes les affaires de conditionnement mental, etc. Bref. Il y a un hommage à Eriksen en ce moment dans la cérémonie. Voilà, il remercie le corps médical. Ça a l'air quand même un petit peu pompeux, je trouve, de faire des grandes cérémonies en remerciant tout le monde et pour nous rajouter des prolongations à tir-larigot et nous rajouter des compètes avec encore plus de matchs à un moment où on devrait se poser la question sur est-ce que les joueurs peuvent encore jouer 70 matchs par an et se demander si leur santé peut pas être une priorité. Bon, écoute, on va remettre une médaille, une coupe aux médecins, et puis voilà, comme ça, tout le monde dira qu'on est sympa. Mais derrière, vous inquiétez pas, on va continuer à vous faire jouer 80 matchs par an, et puis surtout, taisez-vous. Même si, évidemment, grand respect pour, du coup, Martin Boessen, le team médical du Danois, qui est à l'honneur devant notre écran, mais à un moment, arrêtons de se moquer du monde 2 secondes et n'instrumentalisons pas le courage de ces personnes qui, évidemment, sont des héros. On avait eu jusqu'à présent, sur cette première journée, des moments intenses d'un point de vue sportif, avec cette victoire du Japon face à l'Allemagne, avec cette victoire saoudienne face à l'Argentine, mais on était jusqu'à maintenant dans un cadre qui restait quand même très, très footballistique. Et le match d'aujourd'hui, qui était en plus peut-être l'une des affiches les moins enthousiasmantes sur le papier. Je pense qu'on était un certain nombre à peut-être hésiter à se mettre devant ce match et finalement on n'a pas de regret à avoir parce que je pense que la dimension géopolitique est, après on s'en réjouit ou on le regrette, ça dépend des situations, mais elle est indissociable du sport, elle est indissociable du football, elle est indissociable de ces événements à rayonnement planétaire. Et on aura la semaine prochaine encore un cran supplémentaire qui sera franchi parce qu'il se pourrait que les États-Unis et l'Iran jouent une place en 8e de finale de Coupe du Monde sur un match en confrontation directe. Que ceux qui veulent se cantonner au rectangle vert et à l'aspect tactique et technique des matchs dans une Coupe du Monde le fassent si ça les intéresse. Moi, ce qui me donne des émotions, ce qui me donne le sens aussi de m'intéresser à toutes ces équipes, à toutes ces nations, à l'histoire de la Coupe du Monde, c'est aussi parce qu'on voit des matchs comme ceux-ci, qui ne sont pas des matchs de stars, qui ne sont pas des matchs des grandes affiches, mais qui sont des moments de symbolique forte et des moments dont on va se souvenir. Donc moi, je suis très content parce que j'ai vécu un vrai beau moment. C'est qu'il y a tellement d'éléments périphériques au jeu qui rentrent en ligne de compte que ça exacerbe tout. Et Walid a dit juste avant quelque chose que je ne vais pas contredire. Aujourd'hui, ce serait un peu indécent, même si on aurait très envie de le faire, de s'accaparer un petit morceau de cette victoire historique du Maroc. Je vais me permettre de le faire. Mais moi, je vais me permettre de le faire aussi, toute proportion gardée, et je vais t'expliquer pourquoi.
Parce que pour moi, cette perf historique, elle a une dimension panafricaine. C'est-à-dire que toutes ces années de frustration, toutes ces années d'attente, toutes ces années où on a senti de la part de l'élite du football un manque de considération par rapport à ce que ce continent représentait au niveau démographique, au niveau des joueurs qu'il a fournis, au niveau de la personnalité et la culture que toutes ces équipes pouvaient venir nous apporter, quelles que soient les époques. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu les Super Eagles à une certaine époque, d'Okocha au lycée et compagnie. Tu as eu un très beau Cameroun, à l'époque Mila, puis ensuite à l'époque Boma Eto'o, tu as eu le Ghana. Mais à chaque fois, ces équipes-là donnaient envie au continent dans son ensemble de se mettre derrière elles, pour les pousser, pour faire en sorte que ce plafond de verre, il se casse enfin, pour que, enfin, on donne un peu plus de considération, un peu plus de respect, qu'on arrête aussi de voir les autres continents nous regarder de haut en disant « Ok, c'est bien, on vous invite à la Coupe du Monde, vous venez, mais on sait très bien comment ça va se passer. » Et aujourd'hui, et j'espère, je le souhaite de tout mon cœur en tout cas, j'espère que le Maroc a décomplexé beaucoup d'autres nations qui s'imaginaient que ce n'était pas possible, mais qui dorénavant sauront que c'est possible. On va terminer par Tid. Sur les féminines, tu vas? Ouais, moi je vais sur l'Espagne championne du monde. On n'a pas eu l'occasion de parler de la Coupe du Monde sur ce plateau parce qu'on avait une actu mercato qui était très très chargée. Mais moi j'ai suivi un petit peu le parcours de cette équipe d'Espagne. Déjà, je trouve que sportivement c'est un vrai événement parce que déjà la Coupe du Monde revient en Europe. Les 3 dernières éditions avaient été remportées soit par les États-Unis, soit par le Japon. C'est toujours intéressant. Une finale pour moi entre les deux nations qui travaille le mieux sur le foot féminin ces dernières années en Europe, c'est-à-dire que la France a longtemps eu de l'avance à ce niveau-là, et là on se rend compte que et l'Angleterre et l'Espagne nous ont dépassés. Et puis à côté de ça, il y a eu plein d'histoires positives comme négatives autour de cette sélection espagnole. Quand tu regardes hier, c'est un concentré d'émotions. Alors tu as évidemment ce concours de la fédération la plus obscène qui est toujours détenu par la Fédération française de football, mais on se rend compte que l'Espagne n'a pas dit son dernier mot. Et le pétage de plomb de Rubiales avec la joueuse qui s'appelle Jenny Hermoso, qui l'a embrassé de force, plus les problèmes qu'il y a eu entre le sélectionneur pendant toute la compétition et les joueuses qui ne pouvaient pas se voir. Donc il y a eu une atmosphère de défiance très très particulière. Il y a aussi la triste histoire de cette joueuse qui marque le but. C'est Olga Carmona qui a perdu son père le jour même. Et tu te dis en fait, l'histoire elle est totalement dingue parce que si elle l'apprend avant, est-ce qu'elle joue le match? Si elle joue pas le match, est-ce que l'Espagne... Enfin, moi, je trouve cette histoire absolument dingue. Okay. Et voilà, je pense que c'était intéressant d'avoir au moins un mot sur ça. Et c'est pour ceux qui mesurent leur intérêt ou leur, ou leur posture, j'ai regardé tant de matchs, j'ai regardé... C'est pas ça l'idée, en fait. C'est de voir... Là, c'est une Coupe du Monde. Comme pour la Coupe du Monde masculine, en fait, à un moment donné, ça dépasse un petit peu le cadre du petit microcosme. Et donc... Quand il y a des histoires, et là je trouve qu'il y avait plein d'histoires autour de cette équipe d'Espagne, je trouve que c'est intéressant, ça donne aussi un relief supplémentaire. Moi, pour commencer ce débat, j'aimerais rappeler que l'équipe de France, c'est un bien culturel et immatériel commun. C'est quelque chose qu'on a souvent évoqué à propos des clubs, mais c'est encore plus vrai avec l'équipe de France, ce qui signifie que cette équipe de France, elle n'appartient à aucun sélectionneur, elle n'appartient à aucun journaliste, elle n'appartient à aucun supporter. Elle appartient un petit peu à Didier Deschamps quand même. Non. Pour moi, c'est comme l'idée de la fonction présidentielle ou d'un ministre. Ce sont des gens qui sont au service de l'intérêt public. Pour moi, l'idée, c'est de dire que ces gens sont des fonctionnaires au service de l'intérêt et du bien commun et public. Et c'est pour ça que, si tu veux, moi, ça me pose pas de souci qu'on soit dans le camp de ceux qui se mettent à plat ventre devant Didier Deschamps, et il y en a beaucoup parmi les supporters, parmi les journalistes. Moi, j'ai pas de problème avec ça, si tu veux. Mais, dans ces cas-là, je pense qu'on a tout autant le droit d'émettre des avis contraires et de vouloir apporter, comme tu le disais, de la nuance à cette dictature du résultat et d'avoir une lecture, une approche différente. Et si tu veux, il y en a qui ressentent les émotions par le jeu, il y en a d'autres qui le ressentent par le résultat. C'est comme ça, mais les deux courants ont tout autant l'un que l'autre le droit d'exister sans avoir à subir la petite condescendance de l'autre. Pour tout ça, et toi ça t'a inspiré, et toi cette Coupe du Monde, tous les 2 ans, tu penses que c'est une mauvaise idée, Tignani Emo? Une Coupe du Monde tous les 2 ans,
est-ce que ça va nous réconcilier avec le foot de sélection ? Parce qu'elle est là, la question de fond, dans l'absolu. C'est de partir d'un constat, c'est que les gens, globalement, s'ennuient pendant ces trêves internationales et que la qualité, mais surtout l'intérêt de ces matchs qu'il y a entre les tournois, décline. Et si tu veux, le rôle des institutions, FIFA, UEFA, Board et autres, c'est de partir en quête de solutions à ce niveau-là. Donc moi, si tu veux, je n'ai pas de problème avec la démarche. Mais autant je peux partager le diagnostic, autant les solutions proposées, certaines qui sont des solutions qui sont proposées, elles ont déjà montré leurs limites. Les années impaires, ces fameuses années impaires qui sont devenues visiblement un enjeu crucial pour la FIFA, elles ont permis à des nouvelles compétitions d'essayer de faire leur place. La Coupe des Confédérations existe depuis 1992 maintenant. Dernièrement, la Ligue des Nations a été créée en 2018. Mais est-ce que cet ajout de tournois, de matchs encore et encore, est-ce que ça nous a rendu le foot de sélection plus intéressant ? Est-ce que ça l'a rendu plus qualitatif ? La réponse, c'est non. Donc, pourquoi proposer un mondial tous les 2 ans ? Moi, je pense que ce n'est pas une idée novatrice, contrairement à ce qu'Arsène Wenger essaye de nous faire croire. Et ce n'est pas non plus une idée de fond, comme on pourrait essayer de penser. Pour moi, c'est un argument publicitaire. C'est une sorte d'effet de manche. C'est ni plus ni moins que s'appuyer sur le prestige, sur la marque Coupe du Monde, pour prétexter l'ajout d'un rendez-vous supplémentaire. Sauf que, sans son prestige, sans sa rareté, que devient la Coupe du Monde ? Elle devient la Coupe des Confédérations, la Ligue des Nations. Elle redevient un rendez-vous banalisé dans l'esprit de tous ceux qui la rendent exceptionnelle, que ce soit les joueurs, que ce soit le public, et par extension les médias. Donc, si tu veux, la FIFA, elle a déjà rogné sur le prestige de cette Coupe du Monde en élargissant le nombre de participants de 32 à 48, ce sera pour l'édition 2026. Mais la FIFA doit comprendre une chose, c'est que la Coupe du Monde, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas non plus un argument de campagne, c'est un patrimoine immatériel qu'on doit préserver. Et le rôle de la FIFA, justement, ce n'est pas de galvauder ce patrimoine, mais au contraire d'en être le garant. Donc pour moi, c'est une erreur de proposer cette Coupe du Monde tous les 2 ans, car elle va dénaturer ce qu'est vraiment une Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde 2030. Alors, ça a été annoncé dans la semaine par Gianni Infantino. Est-ce que c'est une mascarade ? J'ai mis une nouvelle mascarade signée Gianni Infantino. Est-ce que c'est une mascarade ? Est-ce que tu le vois comme ça, Tidjani ? Moi, je le vois beaucoup plus comme un tour de passe-passe politique de la part de Gianni Infantino, qui, bien évidemment, confirme année après année, et malgré tout ce qu'il y a pu avoir comme soubresaut, et je pèse mes mots à la FIFA sur la fameuse histoire du FIFA Gate, qu'au final, la façon dont procède cette institution ne change pas et que on a l'impression qu'elle est dirigée de façon toujours plus despotique. Alors, pour revenir sur vraiment l'histoire de ce format et ce qu'on a appris, on est donc sur 6 pays, 3 continents, 48 équipes, 104 matchs. Donc on est dans une espèce de course au gigantisme qui, pour moi, n'a plus aucun sens par rapport à ce que veut être l'essence d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire représenter l'élite mondiale et offrir un spectacle qui permette en fait d'avoir une concentration, un nombre de matchs et un agencement de compétition qui donne déjà sportivement du sens à cette compétition. Là, je trouve qu'on est en train vraiment de vider déjà sportivement le tournoi de son essence. Ensuite, tu as évidemment des considérations logistiques et écologiques qui, pour moi, ne sont pas du tout en phase avec notre époque. Ah bah là, on a l'impression que c'est un peu hors du temps, quoi. Parce que moi, je sais ce qu'on va me dire par rapport à ce niveau-là. Bon, déjà, je sais que c'est pour certains une considération qui est d'importance relative, mais aujourd'hui, en 2023, je pense que tous les grands événements mondiaux doivent avoir cette vertu-là et cette vocation-là. Ça n'engage que moi, mais je pense que ça devrait engager beaucoup de personnes, si ce n'est tout le monde. Et tout ça pour dire que, en fait, toutes ces annonces-là et tout ce qui est engagé par la FIFA n'a aucun sens, hormis c'est un sens électoraliste pour Gianni Infantino qui contente tout le monde. C'est-à-dire que là, on avait d'un côté la candidature méditerranéenne, Espagne, Portugal, Maroc, et de l'autre côté, tu avais Ils ont enlevé l'Ukraine, d'ailleurs. Oui, et de l'autre côté, tu avais la candidature sud-américaine. Là, tout le monde est content.
Tu parlais de l'école des fans, Elton, juste avant. Bah là, tout le monde est content. Donc, les Sudam sont contents et les Méditerranéens sont contents. Donc, déjà, d'un point de vue la politique électoraliste, bah, c'est du tout bon pour Gianni Infantino. Et puis, bah, accessoirement, comme tu l'as dit, ça déroule le tapis rouge pour 2034 au seul candidat qui restait en lice, en tout cas pour le moment, et qui est donc l'Arabie Saoudite. Donc voilà, on est dans de la petite manœuvre, on est dans des considérations qui sont tout sauf sportives et qui sont tout sauf dans l'air du temps de ce que doit être l'organisation d'une compétition comme la Coupe du Monde, qui, on l'oublie un petit peu, mais est censée avoir des vertus aussi, des valeurs universelles, d'être comme je le dis, de vivre avec son temps. Et là, pour moi, ça n'a aucun sens. Je sauve une seule considération positive dans toutes ces annonces-là, c'est que la Coupe du Monde retourne en Afrique et qu'elle ira au Maroc. Et moi, personnellement, ça me fait très plaisir. Donc moi, j'espère que ça permettra au Maroc d'avoir cette récompense. Mais sinon, pour tout le reste, honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment une cata, quoi. Ouais. 10 fois, Oussama nous demande un avis sur Gouiri en équipe nationale algérienne. Ce qui me gêne le plus avec cette situation-là, c'est beaucoup plus l'histoire autour des binationaux. Et c'est récurrent. La pression qui est mise sur ces mecs-là, moi, je la trouve malsaine. Ah oui, ça oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pas que propre à la France, hein, parce que là, il y a eu la même chose avec le petit Yamal. Les mômes, ils ont 16, 17, 18, 19 ans. On leur met déjà une pression de dingue sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour en gros dire « Ah, mais tu vas choisir quoi ? Mais si tu choisis pourquoi ? Ah, mais t'as pas peur de regretter ? Ah, mais t'as pas honte ? Ah, mais t'as pas si… » Eh les gars, à un moment donné, c'est des joueurs de foot, mais aussi c'est des êtres humains. C'est-à-dire que tu as 2 nationalités, ton cœur il est partagé en 2. À 17, 18, 19 ans, ça se trouve, tu n'es pas prêt pour déterminer, je te parle affectivement parlant. Parce que là, évidemment qu'il y en a, ils vont te dire, bah, ton agent, il va te donner les conseils, ça va être sportivement d'aller optimiser ta carrière avec le choix de telle ou telle sélection. Mais moi, je pars du principe, peut-être encore un peu naïvement, que le choix du cœur compte un peu quand même. Tu parlais de la discussion avec les parents, le rapport, est-ce que tu y allais petit, est-ce que, tu vois. Et puis il peut changer ce rapport. L'aspect culturel et familial, tu vois. Et ben moi, je pense que pour tous les mecs qui vivent ça, à leur échelle, dans leur vie, tu vois, cette espèce un peu de schizophrénie culturelle, moi, je trouve ça malsain de la part de ces mecs-là d'aller mettre la pression à des mômes de 19 ans pour leur dire « Hey, toi, choisis le Maroc » ou alors « Hey, toi, choisis l'Algérie » ou alors « Toi, faut que tu choisisses la France ». À un moment donné, les mecs, ils font ce qu'ils veulent et j'ai envie de dire, ils vous emmerdent les gars. S'ils ont envie de choisir à 25 ans, parce que c'est à ce moment-là que son cerveau il devient mature pour déterminer ce qu'il préfère, son truc, ça attend 25 ans et c'est son choix le mec. Je te parle Walid sur le côté affectif où tu vas aller faire culpabiliser des mecs de te dire mais toi t'as choisi la France, toi t'aimes pas le Maroc ou alors toi t'aimes pas l'Algérie. Faire ça, moi je te dis, faut pas avoir de figure. On se place où? Est-ce qu'on se place dans la contestation de ce qui s'est passé? On peut, bien sûr. Mais est-ce qu'on se place aussi dans la compréhension? Écoute, Marguerite de Blessington, romancière irlandaise du 19e siècle, comme ça, il est parfait. Elle a dit un jour quelque chose, elle a dit « La fierté a rarement un juste milieu, on en a trop ou on n'en a pas assez ». Et d'un extrême à l'autre, à l'image d'ailleurs de ce qui caractérise les habitants de cette ville, de cette région, il y a un pas qu'une partie des supporters de l'OM, malheureusement, a franchi aujourd'hui. Alors, moi, comme Thomas, loin de moi l'idée de mépriser leur sentiment de colère. C'est un sentiment légitime et à certains égards, je pourrais même le partager dans une certaine mesure. Parce que quand tu es sous l'égide d'une direction hors sol, culturellement déconnectée, j'insiste sur la notion de culturalité, les supporters de l'OM, ils ont souvent accepté, quand même depuis un certain temps, la médiocrité et la suffisance de ceux qui les représentent chaque week-end. Car aujourd'hui, quel produit culturel, quelle représentation culturelle y a-t-il de mieux que l'OM pour représenter cette ville de Marseille? Donc, voilà, je me dis que la tisane, que le recrutement d'un directeur de la com peut-être un petit peu trop parisien, ou plus récemment les reproches de ce président à l'égard de certains de ses salariés peut-être un petit peu trop expressifs et émotifs par rapport au club, peut-être que tout ça a contribué à accroître ce fossé. Et puis, il faut se dire une chose à la base quand même, c'est que les supporters sont des gens comme les autres. Et ils se radicalisent dès lors qu'on sent qu'on les dépossède en fait de leurs valeurs, de leur histoire, de leur patrimoine, que tout ça est un petit peu trop menacé
par des personnes extérieures. Et héros contre les supporters marseillais, moi, si tu veux, je le vois un petit peu comme Macron versus les Gilets jaunes, ou contre des technocrates qui sont gouvernés, enfin qui gouvernent les intérêts d'un peuple, où il y a un problème de représentation. Donc voilà, moi je comprends évidemment cette contestation, mais cette ligne jaune qui a été franchie, malheureusement, elle les fait aller vers une honte assez difficilement qualifiable. Moi, c'est vrai qu'on a appris la nouvelle un peu tardivement par rapport au programme initial, et les premiers mots, moi, qui me sont venus en tête, c'est quelle indignité. Quelle indignité, et la référence, elle est volontairement politique, parce que Rudy Garcia, depuis un certain temps qu'il est sur le banc de nombreux clubs, ne parle plus de football, ça fait un petit moment. Par contre, il fait beaucoup de politique. Et moi, l'interview d'aujourd'hui qu'il donne sur RMC, j'ai l'impression d'avoir vu un ministre en sortie de fonction qui est venu nous expliquer son bilan et justifier en quoi son bilan était, somme toute, bon, en son sens, et tout ça en étant dénué d'une totale trace de remise en question. Donc là où il y a encore d'autres mimétismes avec le registre politique, c'est que on a aussi une petite dose de populisme, parce que et voilà que je te remets une petite tartine sur Cacré, c'est moi qui voulais le mettre en avant. Et voilà que je te remets une petite tartine sur Cherki, c'est moi qui l'ai lancé, c'est moi qui voulais le mettre en avant. Alors, bien évidemment, dans ce flot qui nous est parvenu, effectivement, peut-être qu'on peut imaginer qu'en interne à Lyon, tout n'est pas parfait, que les rôles des uns et des autres ne sont pas idéalement définis, que Juninho a des torts, etc. Mais cracher dans la soupe de l'employeur qui t'a nourri comme ça, en attendant même pas 72 heures pour le faire, effectivement, là, pour le coup, je vais rejoindre Walid, et je trouve que ça dénote d'un certain manque d'élégance. Donc, on avait Attila, le roi des 1, on a Rudy Garcia, le roi des 0, zéro élégance, zéro responsabilité, zéro qualification en Ligue des Champions sur les 6 saisons qui viennent de passer sur les bancs de Marseille et de Lyon. Sauf qu'il y a un seul point commun entre les deux, c'est que là où il passe, l'herbe ne repousse pas, et que c'est la politique de la terre brûlée, et qu'aujourd'hui, si Lyon doit retirer quelque chose du passage de Rudy Garcia, c'est le moment, parce qu'il y a une remise en question vraiment très très franche à avoir au niveau institutionnel, et j'espère que Juninho et Jean-Michel Aulas, qui, en dépit des erreurs qu'ils font, sont, je pense, des personnes qui ont une forme de compétence, vont être capables de tirer les leçons de ce qui est à nouveau un grand échec dans le choix de celui qui doit être le garant de la politique sportive et de l'identité du jeu de cette équipe. Tu voulais parler un peu quand même de Jean-Michel Aulas. Ouais. Est-ce qu'il y a un pilote à bord? Est-ce que voilà, tu mettrais un peu plus de responsabilité quand même sur le président de l'Olympique Lyonnais? Oui, parce que on est déjà un petit peu dans une forme d'urgence après seulement 2 journées, et c'est une situation assez rare, parce qu'on n'aime pas tirer des conclusions aussi rapidement. Mais concrètement, si Lyon ne gagne rien cette saison, ça fera 10 ans sans aucun trophée. Donc c'est un constat qui, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, matérialise un certain nombre d'erreurs, une succession d'erreurs. Le choix d'un modèle qui a enrichi les actionnaires, mais qui, de l'autre côté, a appauvri l'équipe sur le plan sportif. Un choix de dirigeants qui ont tous échoué, non pas à faire progresser le club, mais simplement à le maintenir dans des standards qui étaient de jouer la Ligue des Champions tous les ans, avec un budget et des moyens logistiques qui sont supérieurs à tous les concurrents directs. Tu as eu Maurice, tu as eu Garcia, tu as eu Chérou, dans une moindre mesure, Genesio, qui ont tous échoué à atteindre le niveau escompté, ces fameux objectifs régaliens d'un club comme l'Olympique Lyonnais. Tous, et pour moi, je pense que ce n'est pas non plus un hasard, sont partis de Lyon en nourrissant une certaine amertume vis-à-vis de leur président. Ce qui n'a pas empêché dernièrement d'autres erreurs d'être encore commises et d'être encore commises actuellement. Juninho revient au club, on lui vend un rôle de directeur sportif, mais on le cantonne à un rôle de représentation. Boss arrive, le fameux entraîneur de renommée internationale qu'on attendait impatiemment pour que ça franchisse un cap. Quelques semaines lui suffisent pour pointer du doigt des dysfonctionnements qui sont quand même relativement indignes d'un club de ce standing. Donc, ces 2 hommes, à mon sens, je ne sais pas ce que vous en pensez encore une fois,
ils incarnent chacun une compétence qui est nécessaire à la croissance de Lyon en tant que club. Mais ils ne disposent pas du terrain d'expression adéquat parce que leur président ne leur donne pas ce terrain d'expression adéquat. Et pire encore, ils sont ouvertement fragilisés. Juninho dernièrement dans une interview dans l'équipe et Boz par rapport au fait qu'il se retrouve à demander des explications dans la presse au soir de la deuxième journée. Donc diriger, on le sait, c'est prévoir. Diriger, c'est trancher. Mais diriger, c'est aussi déléguer. Jean-Michel Aulas, on l'a dit plein de fois, c'est l'architecte de ce club. Mais il ne faudrait pas, par omnipotence, voire même par une certaine forme de despotisme, qu'il en devienne également le destructeur. Parce que ces 30 ans de travail qui l'ont érigé à juste titre comme l'un des présidents les plus respectables de France, de l'histoire du championnat de France, ils vont être gâchés. Et ce ne serait pas uniquement son histoire, ce serait aussi son héritage qui serait gâché. Et là, ce serait beaucoup plus problématique pour le club, on va dire de manière plus générale. Donc hier, on a appris la triste nouvelle, c'est la disparition de Franz Beckenbauer d'un infarctus. Mais on perd encore une fois. Il y en a beaucoup là successivement. On a eu Pelé, on a eu Diego Maradona, on a eu Johan Cruyff. Cruyff, il n'y a pas si longtemps. Et puis là, c'est Franz Beckenbauer qui nous a quittés. Ouais, et dans la remarque que tu fais, et j'avais un petit peu dit la même chose quand on avait évoqué Maradona. Moi, je pense que c'est un devoir, y compris pour les gens de notre génération, d'avoir ce rôle un petit peu de transmission. Alors on va nous dire, mais vous transmettez quoi? Vous ne l'avez pas vu. Mais c'était aussi notre curiosité personnelle, l'intérêt qu'on a pour ce sport et la passion qui fait qu'on s'est intéressé à toute cette génération de joueurs. À quoi sert l'histoire avec un grand H? C'est à contextualiser pourquoi nous sommes dans la situation d'aujourd'hui. Et quand on parle de Beckenbauer, quand on parle de Pelé, quand on parle de Platini, quand on parle de Maradona et de tous ces joueurs, en fait, c'est les pères de notre époque. Donc, pour moi, tu ne peux pas t'intéresser au football et à l'histoire du football et avoir une passion pour ce sport et pour cette discipline globalement sans t'intéresser à tout ce qui a fait qu'on en arrive là. Et Beckenbauer, il fait partie de ces personnalités générationnelles, bien évidemment, parce que tu l'as dit, le palmarès. Tu as un palmarès de joueur, tu as un palmarès d'entraîneur, tu as une vie de dirigeant. Donc, c'est quelqu'un qui a accompagné toute une séquence de l'histoire avec un grand H du football. Et moi, évidemment, on en rigolait comme ça un peu, mais évidemment, moi, j'ai pas vu jouer Franz Beckenbauer, mais j'ai parfaitement conscience de ce qu'il représente à la fois... Un joueur en avant. En fait, ça fait partie de ces immenses légendes, l'impression d'un joueur en avance sur son temps. Oui, mais même surtout de quelqu'un qui a accompagné plusieurs générations, parce que c'est pas juste quelqu'un qui s'est contenté de révolutionner son poste comme il l'a fait, qui s'est contenté de dominer le football pendant une séquence. Non, après, il a continué de s'impliquer comme entraîneur sur une courte carrière, encore que comme sélectionneur, il a quand même des accomplissements, avec notamment 2 finales de Coupe du Monde, une en 86 perdue contre l'Argentine de Maradona et une en 90 gagnée contre l'Argentine de Maradona. Derrière, une carrière de dirigeant. Il ramène la Coupe du Monde en Allemagne en 2006 en qualité de président du comité d'organisation du Mondial 2006, dans des conditions, on ne va pas s'apesantir là-dessus parce que voilà, c'est pas forcément beau. La frontière entre lobbying et le reste, ça, on mettra ça de côté pour aujourd'hui. Mais tout ça pour te dire qu'il s'est toujours impliqué dans l'image et ce qu'est l'Allemagne. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir en premier avec Franz Beckenbauer, c'est que c'est pas seulement une incarnation du football allemand, c'est pas seulement une incarnation du FC Bayern, c'est une incarnation de ce qu'est l'Allemagne d'après-guerre, avec toute la restauration de l'image qu'il y avait et qui était nécessaire à ce moment-là. Et Beckenbauer l'a incarné en étant un beau joueur, en rupture avec ce qu'était l'image qu'on avait du football allemand comme un football besogneux, un football de résultats, un football de méchants. Et Beckenbauer, il est venu casser ça en étant un joueur esthétique et dominant. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout simplement l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Et j'ai même envie de te dire, l'une des plus grandes personnalités de l'histoire du football qui nous a quittés. Donc, Kylian Mbappé est devenu le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce que tu
c'est normal de mettre le focus sur ce record, de parler de Mbappé et Platini hier après le match qui s'est déroulé. Oui, déjà, le débat est légitime, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est d'assurer un petit peu, je ne vais pas dire ce devoir de mémoire, parce que Platini n'est pas mort, mais devoir de mémoire ne serait-ce que par rapport à sa carrière et le fait que l'histoire avec un grand H de l'équipe de France doit perdurer à travers les générations. Et même si nous, effectivement, on n'a pas forcément été contemporains de Platini, de la même façon qu'on n'a pas été contemporains de Maradona ou de Pelé ou de Cruyff, malgré tout, ce sont des joueurs, et même au-delà, ce sont des individualités, des personnalités de leur sport dont on est obligé, sur lesquels on est obligé de s'arrêter, sur lesquels on a été obligé de se documenter, de connaître et au-delà même de simplement un devoir professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un minimum de curiosité sur ce qu'est l'histoire du sport que tu aimes et sur l'histoire tout court, puisque Platini a contribué, je pense, on peut le dire, presque à l'histoire de France, en fait, tu es obligé d'avoir ce travail de recherche et ce travail un petit peu d'introspection sur les anciennes époques pour voir en fait dans quelle mesure le présent a été engendré par le passé. Voilà, ça peut paraître être un petit peu des raisonnements un petit peu basiques, un petit peu tarte à la crème, mais c'est aussi comme ça que justement on arrive à essayer d'avoir des raisonnements qui sont... Donc ces chiffres, ils servent à nous donner des repères dans l'histoire. Maintenant, évidemment que ça ne suffit pas parce que, comme tous les chiffres, il faut être capable de les contextualiser, de leur donner un petit peu de substance, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais non, moi, je trouve ça bien qu'on ait, comme ça, comme je te dis, des points de passage. Voilà, là, c'est un point de passage pour Mbappé. Ensuite, tu auras Giroud, le record de Giroud qui sera un point de passage. Et puis après, naturellement, il va dépasser tous ces joueurs-là. Et l'empreinte que Mbappé laissera sera aussi une empreinte qui sera déterminée en partie par ces chiffres-là, mais aussi sur une autre partie, et c'est là où on va peut-être pouvoir faire un débat intéressant, sur d'autres aspects qui font que la statistique, c'est une chose, mais le côté homme providentiel, héros, le leadership, les accomplissements collectifs... On va répondre à ça juste tout ça, ça juste détermine... après, par rapport à ces stats. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, hier, il y a eu une bascule, le fait que Guardiola prend encore plus de place qu'il en avait déjà dans l'héritage qu'il va laisser au football? Non, je pense que cette Ligue des Champions, elle a fait basculer Guardiola dans un chapeau d'entraîneur où il y a très peu de gens à ses côtés. Et moi, quand je dis hier sur Twitter que pour moi, il est sur une planète avec Cruyff et qu'il n'y a personne d'autre, déjà, on n'insulte pas tous ceux qui ont participé à l'histoire. Évidemment, Rinus Michels, qui a été l'un des pères fondateurs de la pensée néerlandaise et l'un des mentors de Johan Cruyff. Évidemment, on nommait pas non plus ce qu'a été Saki et la claque qu'il a mis à l'Europe du football. Donc encore une fois, quand on place Guardiola au-dessus de ces entraîneurs-là, je ne pense pas qu'on manque de respect ni à l'histoire du football, ni à ces entraîneurs-là qui ont leur contribution à l'histoire du football. Maintenant, quand on compare les époques et les entraîneurs, ce qui est évidemment très difficile, pour moi, il y a deux types de critères. Il y a les critères qu'on va pouvoir qualifier de subjectifs. Moi, là-dessus, je ne vais même pas contester, parce que quelqu'un vienne me dire « moi, je préférais le Milan de Saki, la façon dont jouait le Milan de Saki, ou l'Ajax, ou les Pays-Bas de Rinus Michels par rapport à l'Espagne de Guardiola d'il y a 10 ans, ou à ce City-là », je ne vais même pas le contester. Je ne vais pas me placer sur un piédestal en disant « ouais, mais tu racontes n'importe quoi ». Pour moi, ça sont des critères qui sont des critères subjectifs. Maintenant, il y a des critères qui le sont moins et qui sont beaucoup plus objectifs. Déjà, le contexte. Aujourd'hui, Guardiola est dans un contexte de compétitivité. Alors par rapport à l'arrêt Bosman qui fait qu'on a beaucoup plus de mouvements de joueurs et donc fatalement, je pense que les équipes sont beaucoup plus nombreuses à pouvoir se renforcer. Je pense qu'également, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se challenger. En gros, je pense que le niveau des coachs s'est homogénéisé aussi parce qu'ils ont plus de soutien. Ensuite, il y a un autre critère, et Elton a commencé à en parler, les résultats. Mais pas les résultats dans le sens du résultat brut, mais le résultat qui vient
confirmer ou ponctuer un travail et un processus, évidemment que c'est un paramètre très important. Et à ce titre-là, Pep Guardiola, hier, gagne une 2e Ligue des Champions à 14 ans d'écart avec la première. Je ne vais même pas rentrer dans ce comparatif un peu primaire de dire je compte les trophées, lui il en a plus, machin, non. Parce que moi, l'idée vraiment de base, c'était de parler d'influence. Moi, je dis que par rapport à ce que Guardiola combine sur l'héritage, sur l'influence au-delà de son champ d'action, sur le fait d'être allé gagner partout, sur le fait d'avoir gagné sur une très longue durée. Je pense que si on fait la conjugaison de tous ces facteurs, je pense que Guardiola est au-dessus. Maintenant, encore une fois, quand on dit ça, je ne pense pas qu'on manque de respect aux autres. C'est juste une hiérarchie, elle est personnelle, elle est subjective, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on hiérarchise qu'on oublie les autres. Ozil, c'est... Ah, mais moi, j'ai adoré ce joueur parce qu'il incarne un peu tout ce qu'il y a de plus pur dans l'aspect de la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui vont essayer de créer à travers du dribble, mais lui, il avait la capacité à créer à travers du dribble, à travers de la passe, et surtout à voir des actions depuis le stade que nous, on ne voyait même pas devant notre télévision. Et moi, c'est toujours ça que je trouve assez fascinant. C'est quelqu'un qui est capable de te surprendre quand tu regardes le match. Je trouve ça assez représentatif aussi du fait que sur l'empreinte que laissent les joueurs, on aura donc les joueurs de stats et on a les joueurs d'émotion. Il y en a qui arrivent à combiner les deux. Mesut Ozil n'a pas été un joueur de stats, encore qu'il a fait des saisons en termes de ratio de passes décisives qui étaient exceptionnelles. On parle de 30 passes décisives lors de la saison 2011-2012. Maintenant, là où on sera unanime, c'est de dire que peut-être qu'il a manqué un petit peu de continuité, qu'il y a eu un côté intermittent et une fragilité aussi personnelle qui ont fait que ça l'a empêché d'avoir une longévité à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de lui. Mais non, moi, c'est un joueur que j'ai adoré parce que c'est un joueur singulier. Et puis aussi parce que je trouve qu'il a ramassé beaucoup. Nous, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est un débat qui était un petit peu germano-allemand. Mais Ozil, dans son pays, a cristallisé énormément de tensions, énormément de clivages. Au sortir de la Coupe du Monde 2018, on l'a pointé comme le responsable principal de l'échec au motif qu'il était allé prendre des photos avec Erdogan quelques mois auparavant. On a mélangé beaucoup de choses, on a voulu en faire un bouc émissaire, on a voulu lui mettre sur le dos tout un tas de problèmes sociétaux qui existent en Allemagne, entre les problèmes d'intégration de la communauté turque, entre les problèmes d'islam, parce que lui n'a jamais eu de souci à revendiquer tout ça, que ce soit ses origines ou sa religion. Et moi, je trouve ça assez dommage en fait que Mesut Ozil laisse une trace qui va finalement être clivante dans son pays, alors que je pense que c'est déjà un joueur qui a apporté beaucoup à la sélection. Quand on voit où est l'Allemagne en ce moment, avec les 2 Coupes du Monde ratées d'affilée, lui, il faisait partie aussi des joueurs qui ont élevé cette Allemagne. Et puis, il incarne aussi pour l'Allemagne cette ouverture. J'en parlais hier un petit peu justement sur le plateau de l'équipe, mais le virage pris par l'Allemagne, ça a été d'intégrer des joueurs avec une approche culturelle différente et donc d'enrichir leur football de cette façon-là. Et Ozil, comme Khedira et comme 1 ou 2 autres joueurs, ils sont l'incarnation de ça. Gundogan. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, la dimension politique, j'avais écrit un article sur le site du Point à l'époque où je travaillais encore là-bas, qui est daté de août 2018, où j'essaye d'expliquer en quoi justement il incarne un petit peu tout ce clivage en Allemagne. Donc s'il y en a que ça intéresse, ils peuvent aller le rechercher. On va dire les termes, il a été marginalisé. Il a été mis à l'index après ce qui s'est passé avec Erdogan. Angela Merkel l'a défendu, mais ses propres coéquipiers l'ont lâché en race campagne. Et voilà, restons sur le sportif. Mais c'est important quand même. On dit restons sur le sportif, mais ces éléments-là ont conditionné aussi la fin de carrière de Mesut Ozil, il faut le dire. Okay. Et lui, il a toujours été courageux. Après, ses positions, on les cautionne, on ne les cautionne pas. Ça, c'est pas un problème. Mais en Europe, on a la liberté d'expression, on a le droit de parler, on a le droit d'avoir ses convictions. Et au final, c'est un type qui a mal vécu et qui, à un moment, a été pénalisé dans sa carrière parce qu'il a eu des convictions. Tidiane Mbo. Ça va Tidiane ?
Bah très bien, écoute. Même si c'est vrai que cet Olympico et cette soirée dans son ensemble laisse un petit goût un petit peu étrange. Pour moi qui suis en plus pour le coup totalement neutre, hein, ni pro-Marseille ni pro-Lyon, c'est vrai que j'ai pas non plus passé une soirée de foot incroyable. Et à l'arrivée, c'est vrai que, et c'était un petit peu le sens d'un message que j'ai posté sur Twitter tout à l'heure, je trouve ça assez révélateur que dans une soirée comme ça, avec un match de cette dimension-là, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir, que l'arbitrage prenne autant de place dans le débat général, et j'espère que ce ne sera pas le cas sur le plateau ce soir, je trouve que c'est quand même plutôt révélateur de quelque chose. On ne dira pas qu'il y avait pénalty sur la main de Dembélé. On ne dira pas qu'il y a carton rouge pour Dembélé, pour la faute de Saliba aussi. Moins convaincu. Non, parce que nous, là, on troll un peu. S'il y a rouge, il y a rouge. Non, mais là, on troll un peu, mais il y a quand même des journalistes professionnels qui ont tweeté et qui ont parlé de vol ce soir. Donc, à un moment, je veux dire, un peu d'éthique. Non, mais là, il y a 3-0. Non, mais le score est lourd. Le score est lourd. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu banalisé le concept de vol dans le football. C'est-à-dire que. Alors qu'on parle de quelque chose qui est grave. Tu perds un match que tu as dominé, tu t'es fait voler. Il y a un moment un peu litigieux dans le match, tu t'es fait voler. En fait, maintenant, dès que tu perds et que c'est pas limpide, clair comme de l'eau de roche, le supporter et plus grave du coup, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait ? Il te pose le mot vol comme si c'était un petit peu le. Pour moi, ça. Il est remonté de cidre. Comment digérer l'échec face au Pana? Le match d'hier est dans les têtes avec tout ce que ça comporte. On en a beaucoup parlé hier dans le débrief, avec tous les faits de jeu qui se sont passés. Quand on prend plus largement, avec une nuit en plus, cette élimination n'aurait jamais dû avoir lieu. Maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait. On en a parlé hier, tout le monde a déversé entre guillemets sa frustration, sa déception, mais il faut se projeter. Certains un peu plus raisonnablement que d'autres. Ouais, certains un peu plus raisonnablement que d'autres. C'est juste que pour moi, on n'a pas la même responsabilité dans les paroles et dans les analyses qu'on va avoir, même si c'est des analyses à chaud et même s'il y a toute la passion qui vient, on va dire, rentrer en ligne de compte, ça je le comprends tout à fait. Mais je pense que quand on a accès à un micro ou quand on a, on va dire, un statut, un nom, qu'on a un personnage, pour moi, on doit quand même avoir un peu de mesure dans les propos qu'on tient. Et hier, je trouve, personnellement, qu'il y a eu des propos qui ont dépassé la limite de ce qui est accepté. Tous ceux qui ont des réactions extrêmement excessives, voire accusatoires, quand c'est des supporters, des petits tweetos, moi, j'ai pas de problème, ça fait partie du jeu. Quand c'est des gens qui ont un micro et une caisse de résonance, ça me gêne beaucoup plus parce que ça ça cultive cet esprit de parano qui fait du mal. De Philippe Montagnier, qui est intéressante et qui est un peu dans le débat là, surtout dans le sud de la France. Mais bon, on va en discuter. De la fierté, les joueurs ont fait un match fantastique. Il y a beaucoup de joie de partager ça avec tout le club et le Capitole. J'aimerais bien qu'on aille au Capitole et qu'on aille se coucher juste derrière, car on joue mardi, et oui, face à Lens, dans un match très important pour les Lensois. Mais je ne suis pas sûr d'être entendu pour une fois. Ouais. Allez, on fait juste une parenthèse là-dessus, sur ce match face à Lens et tout. Ça jase dans le sud de la France, Elton. Tu le comprends ou pas? Moi, je trouve ça, honnêtement, l'idée de dire, de te plaindre, de chouiner par rapport au calendrier, je trouve ça débile. Franchement, moi, je te le dis honnêtement, parce qu'on peut bien tomber sur Amélie Oudéa Castéra lorsqu'elle nous parle de la préparation de la finale de la Ligue des Champions, en nous disant qu'elle connaît les 2 finalistes qu'au mois de mai. Mais pour moi, jaser sur le calendrier aujourd'hui, c'est du même niveau. C'est du même niveau. Si tu voulais, qu'il n'y ait pas de problème, que tu sois supporter marseillais ou d'une autre équipe qui va jouer Toulouse, t'as qu'à la jouer la finale de la Coupe de France. Exactement. Rien ne t'interdisait de la jouer la finale de la Coupe de France. Et quand je vois que Toulouse, qui est un... Enfin, tu dis ça, s'ils jouent la finale et que mardi ils jouent, ils disent la même chose. Oui, non, mais d'accord, ils disent la même chose, mais à un moment donné, non, mais en gros, ils disent le calendrier. On fait quoi en fait autour des finales? On met 10 jours de battement avant et après pour que les finalistes puissent se présenter dans des bonnes conditions. À un moment donné, le calendrier, tout le monde le connaît à l'avance. Il est édité même 1 an et demi à l'avance. Non, et puis encore, c'est toujours ce petit calcul de te dire, ah oui, mais les instances sont contre nous, ah mais on fait rien pour nous arranger, ah mais c'est pas juste. En fait, c'est juste une culture de la chouine, plutôt que de te concentrer sur ce que tu as à faire, sur ton objectif, sur aller gagner tes matchs, aller encourager ton équipe. Non, tu vas aller regarder ce qui se passe chez le voisin d'à côté, et il a des heures de récupération en moins, il a joué 2 matchs à l'extérieur, et gna gna gna. À un moment donné, le calendrier, il est fait en amont.
tout le monde est au courant dès la ligne de départ. Donc à un moment donné, après la saison, elle se dessine d'une certaine façon, avec des bons hasards, des mauvais hasards. Et copains, si ton équipe elle gagne pas ses points avant et après, c'est le problème de ton équipe, c'est pas le problème de Toulouse. Et tu sais Thomas, ces fameux discours de fin d'année en mode ah ouais mais on joue contre des équipes qui sont plus mobilisées parce qu'elles jouent ni le maintien ni l'Europe, donc c'est pas juste. Non mais attendez. Tout le monde joue contre tout le monde. Non, attendez, à la J1 du championnat, tout le monde est sur la même ligne de départ. 0 point, avec un calendrier que tout le monde connaît. Chacun sait de quoi va être fait son destin. Donc, à partir du moment où tu ne prends pas toi-même ton destin pour ne pas te retrouver à être tributaire des autres à un moment donné de l'autre de la saison, eh ben en fait, tu peux ne t'en prendre qu'à toi-même. Donc, je suis désolé, moi, ça, c'est de la toute petite mentalité. Et Toulouse, je vais même te dire, s'ils veulent arriver avec le pack de 12 sur le terrain, ils ont le droit, ils ont gagné ce droit-là parce qu'ils ont fait leur saison et qu'ils jouent leur match. Et leur match, ils en font ce qu'ils veulent. Et s'il y en a d'autres qui ne sont pas contents, qui disent « Ah oui, mais ça va, c'est pas équitable, et nanana », eh ben, fallait que ton équipe elle gagne ses matchs. Je veux dire, si à la fin de l'année, il manque 2 points à Marseille parce que Lens a écrasé Toulouse, un Toulouse qui était en tongs ce week-end, eh ben Marseille devra s'en vouloir d'avoir perdu contre Ajaccio, de s'être fait reprendre contre Strasbourg. Et tu auras un millier d'autres spots dans la saison où t'en vouloir, plutôt que de te dire c'est de la faute des autres. Parce que dans la vie, dire c'est de la faute des autres, ça s'appelle avoir une petite mentalité. Toulouse n'a... Je vais d'abord répondre à mon ami Walter Robespierre. Qui me dit que je suis donc un pro Mbappé fini et que donc ce soir je dois être dégoûté de voir Erling Haaland dans ses dispositions. Mais on est sûr de... Je vais juste prendre le temps, 2 secondes pour te répondre mon ami. Déjà, je ne sais pas de quoi et d'où tu vois que je suis un pro Mbappé fini. Si le fait d'être élogieux sur un mec quand il est bon, c'est d'être un pro, bah dans ce cas-là, d'un jour à l'autre, je peux être un pro et un anti. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les cerveaux malades, rendus malades par la rivalité Messi-Ronaldo, qui pensent que la réussite de l'un doit forcément être conditionnée par celle de l'autre, et que si on est content pour l'un, eh ben, ça veut dire qu'on doit dénigrer l'autre. Moi, c'est pas ma vision, mon copain. Moi, j'ai une vision qui est plurielle. Et donc, moi, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir un joueur du style d'Erling Haaland et un joueur du style de Kylian Mbappé. Et moi, je vais profiter de ces 2 joueurs et je vais pas les opposer comme beaucoup trop, comme toi, ont la bêtise de le faire. C'est-à-dire que là, en fait, on vient de passer en revue une liste de clubs européens qui ont tous, d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse les critiquer ou pas, un challenge sportif à proposer à Kylian Mbappé. Même si on parle de Tottenham en dénigrant un peu Tottenham, qui reste quand même un club dans un championnat super compétitif, même si c'est un club qui nous déçoit, ça reste quand même, je veux dire, des clubs qui, sportivement, ont tous quelque chose immensément plus important à proposer que l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, la plupart de ces clubs-là, on estime qu'ils sont moins crédibles à accueillir Kylian Mbappé que l'Arabie Saoudite. Financièrement, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça veut dire que l'importance de l'échelle des valeurs entre le sportif et le financier rentre en compte dans cette équation. Ça veut dire qu'on a tellement intégré que la dimension financière prendrait le pas potentiellement avec Mbappé sur la dimension sportive, alors qu'il a 24 ans, que c'est le capitaine de la France, double finaliste de la Coupe du Monde, que c'est potentiellement peut-être le joueur le plus bankable à venir. Et vous allez me dire qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on pense que ces 5 clubs qui sont moins crédibles que l'Arabie Saoudite, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui s'est mal déroulé, que même de leur côté à eux, ils ont perdu de vue un truc. Et bien sûr. Il y a beaucoup de débats sur l'arbitrage, là, vous l'avez trouvé. Et si les Barcelonais se plaignent. Je comprends le penalty à 0-0, mais la main de Alaba, elle est au sol. Toi qui es spécialiste. Non, mais quand il y a la main, elle est au sol et qu'elle sert entre guillemets d'appui, mais il n'y a pas penalty. Et on parle d'un corner aussi qui n'aurait pas eu. C'est quoi cette histoire sur Militao? Après, bon, moi j'ai toujours du mal avec les matchs qui se finissent à 4-0. Non, mais juste. Après, ça peut jouer. Hein. La dernière fois, on l'a fait sur un Man City Leipzig à 7-0 où on a dit que le premier but de Manchester City, pour le coup, c'était il y avait un truc un peu louche. Ouais. Mais honnêtement, les amis, par rapport à ce qu'on a vu ce soir, je suis vraiment pas sûr que ce soit les décisions arbitrales qui dessinent l'issue de la rencontre, quoi.
c'est un élément, ce sont des faits de match, ça existe d'un match à un autre, d'un classico à un autre. Après, franchement, Se réfugier. c'est vrai que dans le contexte là-dessus. actuel de l'arbitrage et du Barça en plus en ce moment. Oui, mais justement, en fait, pour moi, c'est se laisser gangréner par le contexte. En plus. Non, mais c'est ça. Tu vois, que de vraiment tout remettre sur le dos de l'arbitrage. Je pense qu'il y a. C'est vrai que le PSG aurait dû bénéficier d'un penalty flagrant. Et on va rappeler là. Oh, si. En fait, non, mais un peu de cohérence sur les mains, ça ferait pas trop de mal. Moi, j'en ai tellement marre de ces débats sur l'arbitrage où on interprète des images arrêtées a posteriori et que les supporters, après, ils nourrissent leur clubisme avec ça. Moi, honnêtement, des erreurs d'arbitrage vraiment scandaleuses qui changent le fil d'une saison, il y en a 5, 10 par an à tout péter sur tous les trucs. Le reste, c'est de la littérature. Très bien. Ça s'équilibre. Eh ben, on n'en parle pas. Plus. Ça a été fait. On ferme le. On dérange, machin et tout. Vas-y, c'est bon. Et après, donc je sais pas si on passe sur des indices ou pas, mais on va le mentionner quand même tout de suite. Mais le retour de Lopez, ça fait quand même du bien quand il est là. Après, il n'a pas eu grand-chose à faire. Oui, mais je veux dire, après, c'est aussi, on va en parler avec le gendarme qui est dans le but d'en face. La sérénité que tu diffuses, ça compte aussi. Je vis d'entendre Rotigiani sur Donnarumma, moi, avant d'aller me coucher. C'est pour ça, moi, je suis Et là, le gendarme, là, m'a déjà explosé. Il m'a pris le gendarme, là, je sais pas pourquoi il a dit gendarme, le képi. Exactement, je suis en train de chercher pourquoi, mais en tout cas, ça me fume. Il fait la circulation dans le but, quoi. L'évaluation. Donc, Donnarumma, on va laisser. On va commencer par Donnarumma. Il est temps. Je vais essayer de créer le petit sondage. Donnarumma, tu as envie d'en parler de Donnarumma? Oui, parce que dans qu'on évoque comme étant de la mansuétude pour Christophe Galtier, qui, logiquement, polarise beaucoup plus d'attention et de critique que ses joueurs, et quand on se penche un petit peu sur les joueurs et ce qu'ils sont censés apporter par rapport à leur statut, par rapport à la place qu'on leur a fait dans ce 11 de départ, parce que je rappelle quand même que pour faire la place à Donnarumma, on a viré un gardien de but qui ne s'est jamais arrêté plus tôt qu'une demi-finale de Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, je le rappelle. Et ce mec s'appelle Keylor Navas et joue actuellement à Nottingham Forest et il est indiscutable. Donc moi, par rapport à Donnarumma, autant je pouvais comprendre à l'époque ce qui justifiait sur le papier de lui faire de la place, c'est-à-dire le fait que ce soit un potentiel, le fait qu'il avait fait un Euro 2021 extraordinaire avec l'Italie, le fait que ce soit une valeur montante, là où Keylor Navas était une valeur a priori sur le déclin. Je dis a priori parce qu'avec les gardiens, on se méfie toujours. Mais moi, je dis aujourd'hui, concrètement, quand vous regardez les matchs de Donnarumma, il n'est pas bon dans les airs, il ne contribue à apporter aucune sérénité à l'axe défensif, quels que soient les défenseurs qu'il y a devant lui, que ce soit une défense à 2, que ce soit une défense à 3, que ce soit Danilo, que ce soit Ramos, que ce soit Marquinhos, des joueurs dont le pédigré n'est plus approuvé parce qu'ils ont joué des matchs à un niveau d'intensité, un niveau d'adversité tel qu'on ne peut pas charger ces joueurs-là là-dessus. Moi, je dis dans ces cas-là, Donnarumma, à part le match contre Manchester City, la première année où là, il avait été extraordinaire, est-ce que quelqu'un peut me sortir un match qui porte le sceau de Donnarumma depuis son arrivée au Paris Saint-Germain? Ça, c'est la première question que je vais poser. Le 3-1, là. Ouais. Ça doit faire 8. D'accord. Merci, Walid. Et la deuxième question que je vais vous poser, est-ce que depuis le début de l'ère QSI, il y a, hormis Areola, un seul gardien titulaire dans le but du Paris Saint-Germain qui a dégagé aussi peu de sûreté que celui-là? Je pose la question, j'attends les noms. Trapp, ouais. Non, Trapp, au Bernabeu, il a fait une erreur placement sur le but de Nacho, on l'a terminé. C'était fini ce jour-là, on a dit Trapp, t'es pas un bon gardien. Alors que le mec, il avait le jeu au pied. Il y a la remontada. Non. Ah mais d'accord, mais c'est pas Trapp la remontada, Walid. Il y a Areola. Ouais, il l'a dit, Areola. Moi je te dis, Trapp, alors. non. Aujourd'hui, Sirigu était un bien meilleur gardien que Donnarumma. Mais Walid, c'est factuel. Freine. Non, je freine pas. Non, je freine pas, je suis désolé. Moi, donnez-moi les matchs de Donnarumma où on a dit... Sirigu avec sa petite bidoche là, etc. Mais Sirigu, ça allait... Quand t'as commencé à faire comme ça avec sa petite bidoche, Non, mais quand même, on parle de Donnarumma, le mec, meilleur gardien de l'Euro, meilleur joueur de l'Euro. Ouais, avec l'Italie, c'est super. Super. Bon joueur avec l'Italie, très bon joueur avec l'Italie. Avec le PSG, mais moi, je vous ai posé 2 questions. Répondez-moi. Et moi, je suis prêt à me taire et à rebrousser chemin, il n'y a pas de problème. Donnarumma, ça fait maintenant 2 ans qu'il est là. Moi, j'ai le souvenir d'un match où il m'en a mis plein les yeux. Et pourtant, on a viré un gardien de classe internationale. Le Real ? Ah non, Non.
Et attends, l'autre, Navas, on l'a viré alors que lui, ses preuves, il les avait faites. Sur ça, je peux te rejoindre. Non, mais je veux dire, c'est pas genre un niveau de jeu théorique dans lequel on imaginait le mec dans 3 ans. Non, le mec, il était sur le terrain, les arrêts, il les a fait. Les matchs au Bernabeu, le 2 partout, où le PSG prend 25 tirs avant d'aller chercher un 2-2 lunaire, c'est parce que ce jour-là, Navas a été extraordinaire. Le retour contre Barcelone, où le PSG prend un feu en première mi-temps avant de se qualifier un partout, si t'as pas Navas ce soir-là, la remontada est faite à la mi-temps. Et moi, on veut m'expliquer que donc, c'était logique de dégager Keylor Navas pour mettre Donnarumma avec ce qu'il nous fait depuis 2 ans, qu'il n'est pas capable de faire une sortie aérienne, que les défenseurs autour de lui ils sont tous comme ça. Le coup franc de Van Den Bomen qu'il prend il y a 1 mois, il est honteux. Le but aujourd'hui, Barcola, il n'a pas touché le ballon, il est déjà en train de brouter le gazon. Ouais, sur le penalty aussi, c'est honteux le penalty. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien qu'on s'appuie sur les statuts, mais le mec, il est pas bon. Je suis désolé, il est pas bon, il est pas décisif, il est loin, il est pas à la hauteur de son statut. Je suis désolé. Et ben voilà. Ah, j'en ai un autre. Buffon. Je préférais Buffon. Moi, il me rassurait en tout cas plus que Donnarumma. Ok. Voilà. Parce qu'il sait faire une prise de balle sur un corner, sait se placer dans son but. Enfin, voilà quoi, des. Bah non, mais... a dit tout à l'heure, Tidiane, les voies de gauche sur l'autoroute, puis au Mais non, mais parce qu'en fait, ça me paraît tellement évident. En fait, on a fait tellement de sacrifices pour installer ce gardien-là par rapport à la promesse qu'il représente, qu'on ne peut pas aujourd'hui fermer les yeux sur ce qu'on voit sur le terrain. Encore une fois, remettez-vous le but de Barcola aujourd'hui. Non, mais il est déjà couché contre le poteau. L'autre, il n'a pas encore tiré. Mais ils sont assez d'accord avec toi, visiblement, sur le. Ils n'ont pas eu la même mansuétude, les autres. Parce que Trapp, quand il a fallu le sécher, on l'a séché. Buffon, quand il a fallu le sécher, on l'a séché. Et Sirigu, on a dit. On peut mettre un PH, s'il vous plaît. Les quarts de finale, c'est pas bien, c'est pas assez. C'est de la faute de Sirigu parce qu'il sait pas faire une relance au pied. Ouais, enfin, moi, je préfère que le gardien il fasse des arrêts décisifs que des relances au pied. Et Donnarumma, il fait ni les arrêts décisifs, ni les relances au pied. Pour Donnarumma, j'ai oublié aussi le but de Coman. En 8e de finale. T'as été aidé Ouais, j'ai été aidé. Ah voilà, bah, dis-le quand même. Sois honnête. Je suis honnête. Lequel Le but de Coman à l'aller. La reprise plat du pied, l'autre il est couché sur le ballon, Arconada. Le but de Blas aussi pour Donnarumma. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. On va y passer la nuit. Hein. Ouais. Ah oui, le but de Benzema au Bernabeu, je l'avais oublié. Comment j'ai pu C'est vrai que... Suis-je bête? Tidiane, ton match en un mot, ça va être ton tour. Ouais, c'est un trait d'union entre les 2 mots de nos amis. Conviction. Il est resté sur le truc de Macron, lui. Non, mais pourquoi on est sur France 2. Non, mais c'est la grande librairie, les amis. Vous avez lu le dernier Welbeck? C'est là où il a progressé. C'est là où il a le dernier Welbeck, il est incroyable. Ah là là, mais je l'ai dévoré. Parce que je suis le trait d'union. Mais déjà, ça, mais ça a évidemment un côté irrationnel, mais il y a aussi un côté impalpable, imprévisible, qui donne en fait tout le charme à ces rencontres de Coupe d'Europe. D'une certaine façon, cette rencontre, ça a été un peu une ode au football offensif, avec son lot de péripéties, de peurs, de surprises, avec des héros, des émotions, en somme, tout ce qui nous permet et tout ce qui nous fait aimer nous-mêmes, ici présents, ce sport. Donc, quand le football est joué avec ces intentions-là, c'est un régal pour nos yeux et c'est de la nourriture pour nos cœurs. Oh là là! Oh, on va mettre le jingle de fin, on va s'en aller. Désolé Elton, mais oh là là, bah tu vois. Ah non, mais franchement, quand les matchs en un mot sont racontés et faits comme ça. C'est dommage qu'à l'écran on ne voit pas cette petite. Ce petit anneau, ce petit gadget. C'est vrai. Petit anneau qui fait la chemise. Tout à fait, c'est vrai. Très bizarre, c'est quoi le but? Ouais. Je l'avais pas vu. Ouais. C'est quoi? De s'accrocher à la vie. Exactement. C'est de sonner à la porte de tes ambitions. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que c'est magnifique. Il a sorti le marteau. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, je vous informe de la tenue immédiate. Je suis pas prévenu. D'une session extraordinaire. Je suis pas prévenu là. D'une session extraordinaire. Mais je suis pas prévenu là.
tribunal correctionnel de la Race Winamax. Oui, tout à fait. J'ai reçu tout à fait. aucune, Mais c'est aucune tout à pièce à fait normal, corriger. monsieur Bonavent. D'accord. Vous savez pourquoi? Je Dis-moi. vais vous expliquer. Parce que le 16 mars 2021, une soirée a priori comme les autres, dans le T'as petit pas la monde. perruque là, faut que tu mettes la Non, perruque. non, non, moi je Pas de perruque. je ne suis pas le juge, D'accord. je ne suis pas Ok, le procureur. d'accord. Ok. Sous la coupe du maître de cérémonie Sofiane, ce 16 mars 2021, Oh là là. Monsieur Acherchour et moi-même sommes opposés pour un nouvel épisode de la Race. Vous savez, ce classement censé hiérarchiser les connaissances des chroniqueurs de l'émission. Premier extrait. Voilà, c'est très serré devant. Très important. Très serré entre Walid et Elton. Walid peut revenir sur Elton. Est-ce qu'il peut le dépasser? Ça, c'est une question. J'ai pas regardé exactement en termes de chiffres, mais en tout cas, c'est très serré. Et Tidiane, t'es en train un petit peu de reculer, un petit 8 sur 20, mais tu peux Je propose à Tidiane qui est 5e de s'allier avec moi. On lui en voudra pas pour aller chercher le Mokolo. Fais gaffe. Un petit 8 sur 20. Mais bon, ce sont ces paroles qui auraient pu, ces paroles de Walid bien sûr, qui auraient pu et qui auraient même dû éveiller quelques soupçons, mais nous y reviendrons plus tard les amis. L'essentiel est ailleurs, en tout cas pour l'instant. Deuxième extrait. Je vais te dire Ramos. C'est pas bon. Victoire de Tidiane. Victoire de Tidiane. Quoi de mieux que le goût de la victoire lorsque celle-ci a la saveur de la justice? Mais ceci n'évacue pas la question de fond, les amis. Jusqu'où les participants de cette compétition renommée sont-ils prêts à aller pour gagner? Je l'ignore, du moins pour l'instant. Le lendemain, le 17 mars, face à moi, se trouve le favori en puissance de cette race. J'ai nommé Elton Mokolo. Présent. Lancez la musique. On va mettre le classement du coup. Pas de sanction pour Elton et Tidiane. On verra pour les prochaines. 921. N'hésitez pas sur le chat si vous voyez de la triche. Hein. On en voit. Hein. Moi, je suis prêt à sanctionner. Je suis prêt à sanctionner. Faire planer la menace d'une sanction. User de la peur comme dissuasion, c'est une méthode d'intimidation vieille comme le monde, monsieur Bonavent. Mais que cache-t-elle au fond? Vous allez très vite le savoir. Car ce jour-là, Elton reste intouchable, oui, mais là, ce n'est pas la question. Ouais, 18 mars 2021, donc le lendemain, 3e jour de race consécutif pour moi, 3e adversaire différent face à moi, qui depuis sa victoire du mois de janvier n'est plus le même. Il est figé à la 4e place du classement. Il me voit grossir dans son rétroviseur jour après jour. Sur la patate. C'est une peur qui pourrait l'avoir poussé, avec le soutien de ses compères, à franchir la ligne jaune. Pour ceux qui nous rejoignent, qui nous découvrent peut-être, déjà mettez des pouces, mettez des likes. Dans un combat acharné en cours. Oh, scandaleux! 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 Oui, vous avez bien lu, mes amis. De 9 victoires en 21 matchs le mercredi. Me voilà 48 heures plus tard. Une victoire et une défaite à 8 victoires en 21 matchs. Alors oui, ça, messieurs, dames, les faits sont implacables pour les régisseurs de la race. Ce jour-là, comme une forme de justice, je gagnerai le quiz contre Sofiane avant de céder à nouveau contre Elton Mokolo le 21 mars. Mais l'essentiel est ailleurs, vous le savez, car à l'heure où le public réclame l'intégrité morale, la transparence, on ne peut pas offrir plus longtemps un tel spectacle où les manigances et les coups bas règnent. Alors ça, c'est pas beau. Sous l'omerta des régisseurs de cette race. Et c'est pourquoi, je demande solennellement la mise en place d'une commission indépendante qui statuera sur la suite de la saison de la Race to Winamax. Et je demande également, en plus de la restitution des points volés, messieurs, dames, l'ajout, non pas d'un, non pas de 2, mais de 3 points de bonus au titre de dommages et intérêts ainsi que du préjudice subi. Très bien. Car c'est un moindre mal pour la Cour si elle souhaite préserver le peu de légitimité qui lui reste. Voilà. Alors, j'étais strictement, absolument pas au courant. Non, il y a manipulation. Alors, mais... Il y a manipulation. Tid. Écoute, moi, mon match en un mot, Thomas, c'est pardon. Pardon? Ouais, pardon. Ah ouais. Pardon, parce que Thomas, aujourd'hui, c'est un mea culpa que je souhaiterais faire. Loïc, s'il te plaît. Je voudrais te demander pardon à toi, supporter de Chelsea. Pardon d'avoir si tôt dans la saison douché tes espoirs. Pardon pour toutes ces visions finalement prémonitoires. Pardon de ne pas avoir su, dès le début, déceler le potentiel de cette formidable saison. Mais qui aurait pu imaginer que ton club puisse autant vous prendre pour des coups? Pas de top 4, pas de top 6, et même pas de top 10.
Mais est-ce si grave puisque tu as gagné Moudryk contre Arsenal 100 millions à 70? Oui, Haaland a coûté plus cher, moins cher que Moudryk. Oui, Ruben Dias a coûté moins cher que Cucurella. Oui, Sterling a coûté plus cher que Gabriel Jesus. Chelsea, c'est le cauchemar des enfants, mais c'est aussi et surtout le bonheur des agents. Une saison en enfer pour ton club, mais pas pour toi, supporter des Blues, car heureux et fier tu es resté, malgré les défaites qui s'empilaient, les joueurs, les coachs qui défilaient, suscitant chaque fois le même espoir en toi, mais ne réveillant jamais ton esprit critique. Encore pardon à toi, supporter des Blues, et merci à ton club de nous avoir fait découvrir Todd Boehly. 70 millions d'indemnités de licenciement pour passer de Lampard à Lampard en 2 ans. Avec Boehly, le grotesque, le burlesque, c'est sur le terrain, mais surtout en dehors. Alors encore une fois, pardon à toi, supporter des Blues. Pardon, Pépé Moudryk. Pardon, Pépé Ziyech. Pardon, Pépé Félix. Pardon, Pépé Luis Enrique. Oui, il y a des supporters de Chelsea avec la photo de Luis Enrique en profil, mais après tout, comment ne pas leur en vouloir de ne pas savoir qui entraîne leur équipe? Une dernière fois, pardon d'avoir été pessimiste, parfois moqueur, mais jamais méchant. Supporter des Blues, j'espère que tu me pardonneras d'avoir su rester lucide plutôt que complaisant. Alors, il faut savoir un truc, on n'était absolument pas au courant. Vas-y, tu Attends, mais à quel moment tu l'as préparé? Mais attends. Tranquille, l'après-midi. Il savait que t'étais dehors. Mais je voulais que, voilà, qu'il n'y ait pas de... Non, mais au moins, c'est passé. Voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu, que, Non, voilà, franchement, là, c'est la saison de Chelsea qui se termine, entre guillemets. C'est bon, c'est fini, ouais. Donc voilà, je veux que on reparte sur de nouvelles bases et que les supporters de Chelsea soient bien conscients que je n'avais absolument rien contre eux et que les faits ont confirmé un certain nombre de choses. Donc voilà, moi, il n'y a ni animosité, ni haine. Et j'espère que pour ceux qui pensaient que j'en avais une vraie dent contre eux, j'espère qu'ils me pardonneront. Non, t'es très fort. Non, franchement, là... Ah, c'est fort, c'est ça.